Est-ce que l'intolérance au gluten est une mode? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Vous avez peut-être des personnes qui disent «Ah non, non, moi je ne mange plus de gluten» et vous dites «Ouh là là, c'est quoi encore ce truc?» Est-ce que c'est quelque chose, vous avez mal au ventre et vous vous dites «Est-ce que c'est une intolérance au gluten?» Voilà, vous posez des questions sur cette intolérance au gluten. Je suis avec le docteur H et on va essayer de répondre à cette question en large, en long, en travers parce que c'est vraiment quelque chose qui est à la mode et on ne sait pas démêler le vrai du faux, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Alors, j'aime beaucoup quand vous posez ces questions qui sont, allez, un peu provocantes, parce que certains d'entre vous, vous allez dire, bon oui, c'est une mode, puis d'autres, ben non, c'est pas une mode. Eh bien, je vais vous donner mon avis. Lorsqu'il y a quelques années, je vois à la une du Monde, le journal Le Monde, un gros titre, le régime sans gluten ne sert à rien. Que faut-il en penser? Ben, premièrement, que la phrase est incomplète. Le régime sans gluten ne sert à rien si vous n'êtes pas intolérant au gluten. Ce qui veut dire que le régime sans gluten est absolument indispensable si vous êtes intolérant au gluten. Comment le savoir? Il faut savoir ce qu'est le gluten, il faut savoir ce qu'est l'intolérance, et il faut savoir comment on le dépiste. Et qu'est-ce qu'on attend du traitement? Et j'espère aussi que vous nous donnerez deux, trois indications sur les modifications qu'on a fait sur les aliments qui ont aussi aggravé sans doute cette problématique. Exactement. Alors le gluten, c'est un composant de l'alimentation qui est très important. De tout temps, on a eu du gluten. Et il y a des molécules qui ont pour propriété d'avoir des propriétés collantes. C'est la glu, c'est ce qu'on appelle le gluten, dérive du mot glu. Mais ce gluten, depuis quelques années, a été augmenté dans les farines. Je crois que la quantité a été doublée. Et surtout, peut-être peut-on craindre que ce gluten ne provienne pas de blé diversifié, mais de blé peut-être génétiquement modifié, de blé traité par des pesticides, que sais-je. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus seulement la maladie cœliaque, qui était la maladie par excellence liée au gluten, maladie cœliaque, une personne sur 50 000 qui va avoir un trait génétique qui fait que le gluten n'est pas toléré par l'intestin. Mais surtout, il y a la nouvelle maladie décrite en 2015, nous sommes en 2023. En 2015, il y a 8 ans, une personne qui s'appelle M. Lebvol a eu le courage de dire attention, il y a la maladie cœliaque et la maladie non cœliaque. Il savait que ça allait faire du bruit dans les ménages parce que ça voudrait dire qu'il y a plein de gens qui sont intolérants au gluten. Oui, certainement, une personne sur 10 ou sur 15. C'est beaucoup. Mais qu'est-ce que ça va donner comme problème de santé? Énormément. Savez-vous que si vous tapez sur une banque de recherche régime sans gluten et sclérose en plaques, vous voyez le régime sans gluten, évidence qu'il est efficace dans le traitement de la sclérose en plaques. La même chose avec diabète de type 1. On parle bien des études scientifiques. Scientifique, Ah, nous sommes dans des voilà. études scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture en 2020, 2021, 2022, des publications scientifiques de très haut niveau. Eh bien oui, parce que ce gluten, par des mécanismes qui sont propres, probablement dépendants de la personne elle-même, va faire que chez les uns, il va induire une maladie de Crohn, chez un autre, juste une intolérance avec des troubles digestifs mineurs, ballonnement, gaz, diarrhée, chez d'autres, une maladie de Parkinson, chez d'autres, autre chose. La liste des maladies induites par le gluten est extrêmement longue. Et donc, il ne faut pas négliger. Encore aujourd'hui, une jeune personne qui va très bien, qui vient à la consultation pour faire renouveler son traitement, me dit, oh, la personne qui me fait les prises de sang me dit que vous trouvez des intolérances au gluten chez tout le monde. Elle en souriait, mais il n'y a pas lieu de sourire, puisque tel est le cas. Et toutes ces personnes chez qui on trouve cette intolérance au gluten, ce n'est pas facile, je vais vous expliquer pourquoi, vont bien dès lors qu'on supprime le gluten. Et oui, faut-il absolument traiter toutes les maladies de Crohn par des traitements biothérapiques assez lourds, ou est-ce que certaines d'entre elles vont pouvoir guérir avec le régime sans gluten? Oui, c'est le cas. Alors,
j'aimerais rajouter, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans votre approche, finalement, un traitement que vous donnez, si c'est le bon, c'est qu'il marche. Et Exactement. finalement, dans ces problématiques-là, si vous supprimez le gluten et que vous allez mieux, a priori, vous avez votre réponse. Exactement. Que risque-t-on de supprimer sérieusement le gluten pendant 3 semaines et regarder ce qu'il se passe? Si vous n'allez pas mieux, soit vous avez supprimé le gluten, un trou sur un tuyau, mais il y a encore 2 autres trous qui n'auraient pas été vus. Donc forcément, il y a encore de l'eau. Soit que l'interruption du gluten n'a eu aucun intérêt. Donc, un régime sans gluten, si il est complété par le traitement, la prise en compte des autres anomalies, et je vais vous expliquer lesquelles, alors oui, il va être efficace et vous allez pouvoir le constater. Ce qu'il faut savoir, et je vais vous apprendre quelque chose ici important qui m'a pris des années pour le comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui ont un tissu conjonctif propice à l'intolérance au gluten. Ce sont les personnes qui sont laxes, qui sont souples. Est-ce que vous l'êtes, Capucine? Oui, alors on a fait déjà une vidéo sur ce sujet. Donc moi j'ai une hyperlaxité. Oui. Et vous pourrez retrouver la vidéo sur le syndrome d'Ehlers dans l'os qu'on a déjà tourné et qui est dans la vidéo. Alors, cette laxité que vous avez pu voir sur la main de Capucine montre qu'elle a un tissu conjonctif laxe, particulier, qu'il a défini comme étant hypermobile ou pouvant avoir une forme encore plus grave, plus sérieuse, plus importante, qu'on appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os. Eh bien, lorsque vous avez ce tissu conjonctif, il va être partout, dans les tendons, et les personnes ont souvent mal aux tendons. Ils ont un tableau de fibromyalgie. Mais qu'est-ce qu'au fait, la fibromyalgie? On en parle moins maintenant. C'est juste une tendinopathie chez quelqu'un qui a une intolérance au gluten et qui a probablement un syndrome dépressif. Eh bien, ce tissu conjonctif lâche, dans l'intestin, va conduire à l'intestin poreux, leaky gut, intestin perméable et poreux. Donc cet intestin va être plus sensible à des produits toxiques de l'alimentation, tout d'abord le lait de vache, et ces petits-enfants, peut-être était-ce votre cas, Capucine, vont faire dans la petite enfance des régurgitations, des otites, bronchites, bronchiolites. Alors moi j'ai la chance parce que mes parents étaient déjà bien informés, mon papa était déjà intolérant au gluten, donc j'ai eu la lactase dans mes biberons pour prédigérer le lait et en fait je n'ai jamais consommé de lactose, donc j'ai été très protégée, mais effectivement j'ai... Donc vous étiez intolérante aux protéines, au lait de vache, au on lait va de vache, dire, oui. voilà. Et donc voilà les premiers signes. Donc on peut questionner en tant que médecin, avez-vous eu des otites, bronchites, bronchiolites? Vous regardez la courbe de croissance et que voyez-vous vers le 5e, 6e mois? Une inflexion. Personne ne se pose de questions. Pendant 3 mois, un enfant n'a pas pris 1 gramme. Il reste à 5 kilos à 5 mois, 5 kilos à 6 mois, 5 kilos à 7 mois, alors qu'il aurait dû prendre 1 kilo par mois. Mais ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans l'intestin lié à une intolérance aux protéines de lait de vache. Bien entendu, ce sont des considérations générales, chaque cas est particulier, vous l'aurez compris, mais je vous donne des généralités. Et puis, petit à petit, un peu plus tard, est arrivé un gluten assez concentré qui va être le deuxième produit qui va abîmer cet intestin poreux perméable. Et à partir de là, tout commence. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toutes les maladies que l'on a vues, et notamment des symptômes digestifs. J'ai des ballonnements, j'ai des gaz, je suis constipé ou j'ai la diarrhée. Tout ce qui est intestinal doit être pris en compte. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, il y a certains bébés qui régurgitent, on va mettre du blé dans les biberons enrichis. Donc en fait, c'est épaissi, donc ils régurgitent moins. Mais en fait, c'est un faux problème, puisque ça va se répercuter plus tard. Vous avez raison de revenir au point initial de l'intolérance au lait avant de l'intolérance au gluten, parce qu'effectivement, cette intolérance au lait, elle est rarement reconnue. Pourtant, elle va s'exprimer par des régurgitations. Et là, l'erreur serait d'épaissir le lait ou de donner des laits anti-régurgitation. Enfin, il faut supprimer ce lait et donner un lait non allergénique, déjà prédigéré, qui fait que l'enfant ne régurgitera plus. Et donc, ces symptômes de la petite enfance sont importants à considérer. C'est pourquoi un médecin doit toujours regarder le carnet de santé, même d'un adulte. Et donc, plus tard, cette intolérance peut se révéler, à 50 ans, par une sclérose en plaques, par une maladie de Parkinson.
eh bien le médecin doit essayer de remonter dans le temps. C'est pourquoi, vous le savez, j'ai toujours dit et répété, il faut venir avec toutes les prises de sang, même les plus anciennes, et pas seulement la dernière. Je souris toujours quand des personnes me disent, docteur, est-ce que je pourrais faire une prise de sang avant de venir vous voir? Mais non, chercher toutes les prises de sang anciennes, c'est 1000 fois plus payant que la dernière prise de sang, qui ne montrera que ce que je vois en vous regardant. Voilà un petit peu, et je ne peux pas détailler davantage sur cet aspect, non, mais ce n'est pas une mode, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui un problème de santé publique. Je pense que dans quelques temps, il y aura peut-être un signalement, un signal dans les grands magazines, attention, nous avons une alimentation qui nous tire vers le bas. Merci pour toutes ces informations sur ces problématiques du gluten. Et en tout cas, si vous allez faire une recherche dans PubMed, les études scientifiques, et vous tapez sans gluten, vous allez avoir des milliers de résultats. Donc aujourd'hui, la recherche, elle est bien appuyée sur ça. Et comme l'a dit le docteur Imbert, le régime sans gluten, ça marche si vous avez une intolérance au gluten. Sinon, effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Et ça, c'est à votre médecin, s'il est formé à cette approche, de vous prendre en charge sur ces outils-là. Je dirais une chose, le terme régime sans gluten laisse penser qu'il puisse y avoir des carences. Bien non. Quand un enfant est intolérant au lait, vous supprimez le lait, sera-t-il carencé? Bien non. Il l'était quand il buvait du lait, puisque d'ailleurs il ne prenait pas de poids, vous l'avez vu, j'ai donné cet exemple, et il régurgitait. Si vous supprimez l'aliment qui abîme l'intestin, qui empêche que cet intestin travaille bien et absorbe tout, eh bien au contraire, il va corriger ses carences. Donc ces régimes ne sont pas des régimes qui carencent, sont des régimes qui corrigent les carences. Et ça se voit. Qui soignent. Et qui soignent. Et donc on le voit, puisque quelqu'un aura une carence, par exemple en vitamine B12, et c'est une des conséquences de certaines malabsorptions dues au gluten. Ça peut être grave, ça peut donner des maladies d'Alzheimer, ça peut donner des paralysies des membres inférieurs. Cette carence en B12, parfois le malade vient pour cela. Il bute dans les escaliers, on trouve une carence en B12. Pourquoi a-t-il une carence en B12? Parce qu'il a une maladie de l'intestin due au gluten, etc. Vous voyez que les choses sont sérieuses, et si on supprime le gluten, il corrigera d'autant mieux sa carence en vitamine B12. C'est vraiment votre approche, c'est-à-dire que des fois on a plusieurs problèmes et plusieurs choses qui vont se cumuler pour vous donner cet état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui le médecin ne regardait que la carence en B12, que la carence en fer, voilà. Et en fait finalement quand on a le tableau complet, on va comprendre toutes les choses qu'on va pouvoir modifier, les compléments qu'on va pouvoir prendre pour améliorer votre santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez, on a créé une vidéo pour vous avec 5 compléments alimentaires que vous pouvez prendre toute l'année. Vous serez aussi inscrit à notre newsletter pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Merci.